Bonsoir à tous. Très heureux d'être ici pour cette visioconférence. Euh, je vais partager mon écran pour commencer. Alors, hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le plein écran? Pas du tout. C'est bon, Martin? Non, pas du tout. Pas du tout. On l'a fait tout à l'heure, donc ça marchait. Ah, voilà. C'est bon? C'est bon, ouais. Super. OK. Pour moi aussi, c'est bien. Parfait. Donc, je renouvelle mon bonsoir à tout le monde. Très heureux d'être là pour vous parler de ces liens, de ces fertilisations croisées entre la biodynamie et ce que j'appelle ici la systémique agraire. Je vais préciser de quoi il retourne. Et voilà, donc c'est un plaisir. Je vois un peu des gens, des amis, des collègues qui sont là. Grand plaisir d'être ici. Pour commencer d'abord aussi, j'avais envie d'amener d'entrée que, comme disent les Anglais, il y a un éléphant dans la pièce aussi. Donc on est entre amis, entre collègues, entre curieux sur la biodynamie, mais je crois que tout le monde est au courant dans cette assemblée que le cycle de webinaire qu'on est en train de réaliser a été l'objet de critiques importantes. Et je pense que c'est important pour moi de l'amener dès le départ, de reconnaître qu'il y a cette controverse, cette polémique qui cible assez directement le cycle de webinaire qu'on est en train de faire. Et aussi, entre autres, hein, avec les autres collègues qui participent à ce webinaire, particulièrement les travaux que je vais présenter tout de suite. Donc, il faut ça. Donc, voilà, je veux amener cette idée que autour de la table, alors je ne sais pas si qui est présent dans l'assemblée ce soir, s'il y a des curieux, des gens qui viennent voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais j'aimerais qu'on ait conscience aussi de ces gens qui sont curieux et qui se posent beaucoup de questions sur les recherches sur la biodynamie. Donc, comme ça a été relaté dans une tribune dans le journal Le Point, des collègues, estimés collègues, des agriculteurs qui s'alarment des recherches qui sont menées en ce moment sur la biodynamie, que je vais présenter maintenant. Et donc, en pensant un peu à l'intervention que j'allais faire ce soir, je me suis dit que à qui je m'adresse. Donc, je m'adresse à vous, à vous, collègues, à vous, agriculteurs en biodynamie ou autres. Et puis, j'élargis le cercle. Pour moi, c'est important, au stade où on en est aujourd'hui, d'élargir le champ de la discussion. Et en fait, en réfléchissant donc à cette intervention, j'ai voulu la penser comme une invitation au dialogue. Essayer de présenter les idées qui vont suivre dans un esprit de se dire, euh, on va essayer de proposer des concepts, des idées qui permettent de renouer un dialogue, une conversation. Je crois que je vais prendre un petit peu de temps ici pour situer d'où je parle et d'où vient mon intérêt pour la biodynamie et les idées de ce soir. Euh, la première chose, c'est que je suis personnellement, et je crois qu'on est beaucoup à être fatigué, à être usé par un climat de méfiance qu'on a dans la société aujourd'hui, où on se méfie les uns les autres, où on se questionne, voilà, on s'accuse les uns les autres. Alors qu'au fond, je crois que tous, donc tous les gens, nous autres ici ce soir, les gens aussi qui ont signé cette tribune, qui s'alarment des recherches sur la biodynamie, au fond, on partage tous la même aspiration pour une agriculture vivable, avec des agriculteurs qui soient heureux, épanouis dans leur activité, avec des animaux en particulier qui soient bien, de la biodiversité qui s'épanouisse. Donc ça, il y a un fond commun qu'on partage tous. Et, et au-delà des divergences, je pense qu'il y a un intérêt à essayer de renouer un dialogue pour cet objectif commun.
Donc, je voudrais dire un mot avant de poursuivre sur moi, comment je suis arrivé à la biodynamie, dire d'où je parle. Alors, euh, personnellement, donc, bon, on est dans une région d'élevage, ingénieur agronome. J'ai commencé à m'intéresser au système d'élevage depuis mes études. Et en fait, la première fois que moi, personnellement, j'ai entendu parler de biodynamie dans le cadre de mon travail, c'était dans le cadre d'enquêtes en ferme. Nous, on fait beaucoup d'enquêtes en ferme dans mon unité de recherche. C'est comme ça qu'on travaille. On va voir les paysans, on discute beaucoup avec eux. Et à cette époque, la première fois que des éleveurs me parlaient de biodynamie, sans forcément être biodynamistes eux-mêmes, euh, ça avait attiré mon attention parce que je voyais là de belles fermes avec des animaux qui me semblaient bien. J'étais vraiment admiratif de la relation qu'il y avait entre les éleveurs et ces animaux. Et puis des systèmes qui me paraissaient très intéressants du point de vue de l'agroécologie, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc ça avait été mon premier contact avec la biodynamie. Puis suite à ça, dans ma trajectoire, j'ai fait une mobilité de recherche au Japon pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles pour me spécialiser dans le champ de la transdisciplinarité. Donc je préciserai plus loin qu'est-ce que c'est que ce champ scientifique de la transdisciplinarité dans lequel je m'inscris. Et là-bas au Japon, c'était il y a 3 ans. Avec les collègues, on parlait beaucoup, les sujets de discussion, c'était l'anthropocène, la nécessité de transformation profonde des sociétés. Et puis, les collègues là-bas parlaient beaucoup de peuples indigènes. Et je voyais des recherches qui étaient vraiment enthousiasmantes, où les chercheurs arrivaient à mobiliser des communautés indigènes et à mobiliser leur savoir et avec des résultats vraiment intéressants. Et puis parfois avec la médiation de l'art, enfin, il y a des choses très intéressantes. Et en revenant en France il y a 2 ans, n'ayant pas de communauté indigène à proprement parler autour de moi, c'est là qu'est venue l'idée de commencer des recherches sur la biodynamie. Et voilà, pour conclure avec cette présentation, euh, après, en commençant ces recherches sur la biodynamie, j'ai été très surpris. J'ai été, euh, j'ai été aussi touché par les réactions vives que ça a provoquées. Parce que pour moi, ces réactions dont on parle là, ne correspondent pas à mes observations. Et toujours depuis que je travaille avec la biodynamie, mes observations personnelles ne font que conforter cette première impression que j'avais eue il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont très intéressants du point de vue de l'agroécologie, avec des agriculteurs qui m'ont l'air bien dans leur travail, etc. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça me tient à cœur de porter ce sujet de la biodynamie, mais comme je le redis, dans une optique de dialogue, en espérant, dans la suite de l'exposé, proposer des idées, des concepts qui vont permettre d'aller plus loin dans le dialogue et de lever un peu ces barrières qu'on s'est mis entre nous. Voilà. Et donc, j'en viens à affirmer pour la suite de l'exposé ce qui est mon point de vue personnel aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le débat très vif actuel de société autour de nos recherches, mon point de vue personnel, c'est que des recherches scientifiques pour éclairer les débats sur la biodynamie sont aujourd'hui essentielles. Donc, il est vraiment important de conduire ces recherches qui sont attaquées d'autre part. De mon point de vue, ça peut être d'une importance majeure. Et donc là, je tiens à préciser mon positionnement éthique par rapport à ça, comme on m'a invité à le faire dans le contexte actuel. C'est-à-dire que la proposition que je développe ici ce soir est une proposition personnelle qui n'engage que moi. C'est-à-dire qu'elle n'engage pas mes collectifs d'appartenance ni mon institut. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec une quelconque organisation de la biodynamie. Les idées qui vont suivre sont issues d'un point de vue qui est sourcé. Je m'appuierai notamment sur 2 publications scientifiques où sont développées ces idées, en ayant conscience que mon point de vue est forcément partiel. Donc mes spécialités à moi où je suis reconnu, c'est la science des systèmes d'élevage et la transdisciplinarité, sur lesquelles je reviendrai un peu plus loin. Et ce soir, en pensant à l'exposé que j'allais faire, je voulais aussi appliquer le principe de responsabilité tel que défini par le comité d'éthique du CNRS, c'est-à-dire que
avec ma connaissance actuelle des problèmes de durabilité, de la situation de la planète, de l'agriculture et ma connaissance de la biodynamie, je sens comme un devoir éthique, déontologique, d'exprimer ma position personnelle. J'ai aussi conscience que ma position comporte des risques, y compris le risque de me tromper. Donc là, c'est là que vient cette éthique de la discussion aussi. C'est-à-dire que je ne prétends pas amener ici des vérités, sûrement pas, mais des ponts pour essayer de créer ce dialogue, à mon avis, essentiel. Donc, j'en viens après ce long préambule, mais qui me paraissait essentiel pour moi, à la réelle introduction du propos, donc en situant le contexte. Donc là, je vais prendre quelques diapositives pour situer précisément le contexte où se situent ces recherches qu'on est en train de développer sur la biodynamie. Donc, le contexte actuel, il relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène et les crises, les multiples crises de la durabilité. Donc, un premier graphique que je présente ici correspond à ce qu'on appelle la grande accélération. La grande accélération, c'est l'idée de se dire que depuis un siècle, si on veut, depuis que la biodynamie a été créée, puisque c'est le centenaire, euh, tout s'est accéléré sur la planète Terre, sur le système Terre, à commencer par la population mondiale, qui en l'espace de 100 ans est passée de 2 milliards à 7 milliards. Et avec ça, tout a suivi. Donc, c'est-à-dire que les flux d'énergie ont suivi, les flux migratoires ont suivi, le tourisme de masse, la construction de bassines, l'utilisation d'engrais, de minéraux, tout poursuit cette trajectoire exponentielle qui est représentée sur la droite. Ce qu'on appelle donc, et qui a transformé profondément en peu de temps notre planète. Si bien qu'on en arrive aujourd'hui à dépasser ce que les collègues du Stockholm Resilience Center ont conceptualisé comme les limites planétaires, donc c'est-à-dire ce que la planète est capable de supporter. Donc on sait qu'aujourd'hui, sur les processus essentiels de fonctionnement du système Terre, on a atteint plusieurs limites de façon irréversible, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer les conditions de vie sur Terre. Et donc, comme chacun sait, c'est quelque chose qui est de beaucoup de points de vue très alarmant. Il y a la question du changement climatique qui est représentée sur ce petit diagramme à droite, mais qui n'est pas le plus alarmant de ce point de vue-là. Il y a les pollutions chimiques, l'érosion de biodiversité, les flux d'éléments biogéochimiques. Tout ça contribue à rendre les conditions de vie sur Terre inquiétantes et la nécessité de transformation urgente. Et puis, bien sûr, ça, c'est le niveau planétaire, mais comme on sait tous, et ça se passe de référence ici, les crises, elles nous affectent à beaucoup de niveaux, et y compris très récemment avec la crise de l'agriculture, de la passion à la dépression, comme c'est écrit sur ce tracteur, c'est très récent. On voit que du côté des agriculteurs, il y a aussi un mal-être profond en lien avec ces multiples crises. Voilà. Donc, par rapport à ce contexte, bon, on connaît tous, hein, d'urgence écologique, d'urgence à se transformer, on peut dire aussi qu'il existe une prise de conscience qui est déjà ancienne. Et puis, donc là, j'ai mis deux références qui sont des grands classiques, reconnus comme des événements majeurs. Donc, à l'échelle de l'humanité même, on reconnaît aujourd'hui que la première prise de conscience planétaire des problèmes environnementaux est souvent associée au livre Printemps silencieux, Silent Spring de Rachel Carson, en 1962. Donc ça commence à dater. Et puis, comme le rappelait Jean Foyer dans son exposé, il n'est pas inutile dans le cadre de ce soir de se rappeler que Rachel Carson a été beaucoup inspirée dans son ouvrage par des biodynamistes. Et quelque part, on peut se dire, avec tout ce qu'on peut y penser derrière, que la prise de conscience planétaire des problèmes environnementaux, quelque part, est quand même liée de façon relativement étroite au courant de la biodynamie. Donc ça, c'est le Printemps silencieux. L'ouvrage à droite, Halte à la croissance, un autre classique, plus dans le milieu académique, où en 1970, les époux Meadows notamment pointaient
l'impossibilité de poursuivre une trajectoire de croissance comme celle qui a été déjà engagée, et donc quelque chose qui n'a fait que se confirmer jusqu'à aujourd'hui. Donc une prise de conscience ancienne. Et puis, par rapport à cette prise de conscience des crises environnementales, il y a eu aussi, depuis un certain nombre d'années, des mouvements dissidents, entre guillemets, en réaction, qui se sont mis en alternative par rapport à cette logique de modernisation, de développement qui entraînait dans son sillage les problèmes environnementaux. Et donc, je vais en citer deux qui sont importants pour moi parce que c'est là où je me situe, c'est les courants de recherche où moi, auxquels j'appartiens, disons. Un premier mouvement dissident a été la création du mouvement de la systémique agraire, notamment dans mon institut, l'INRA, devenu INRAE. Dans les années 60-70, des chercheurs, un groupe de chercheurs s'est constitué avec une logique de dissidence par rapport à la logique de modernisation de l'agriculture. Voilà, en se disant que cette logique de modernisation avait des limites. Il y a deux principes fondamentaux dans ce courant de recherche, et je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes sans besoin d'explication. L'idée que le tout est plus que la somme des parties, donc c'est-à-dire l'idée de s'intéresser à des systèmes agricoles dans leur globalité. Et puis la deuxième idée forte qu'avaient apporté ces précurseurs, c'était l'idée que les agriculteurs ont des raisons de faire ce qu'ils font, ce qui est devenu un classique aujourd'hui, mais qui à l'époque était quelque chose de très nouveau à l'INRA. Et puis au cours du temps, ça a évolué. D'abord, ils avaient des raisons de faire ce qu'ils font, donc de s'opposer parfois à la logique de modernisation. Donc mes anciens collègues ont beaucoup travaillé sur des systèmes marginaux, par exemple les systèmes d'indication géographique à l'époque qui résistaient à cette dynamique. Et puis au cours du temps, non seulement les agriculteurs avaient des raisons de faire ce qu'ils font, mais ils pouvaient être source d'innovation et source de transition agroécologique quand ça a commencé à être à l'agenda global. C'est notamment dans ce courant de la systémique agraire que les recherches sur l'agriculture biologique ont pu commencer, entre autres, à se développer au sein de l'INRA et pu devenir aujourd'hui un sujet de recherche tout à fait important. Voilà. J'ai vu que Stéphane Bellon était dans les participants, il a beaucoup contribué à ça et pourrait en parler en détail. Voilà, le deuxième courant dissident qui s'est constitué par rapport à cette émergence et cette croissance des problèmes environnementaux dans la planète, c'est la transdisciplinarité. Donc ça, c'est au même moment, dans les années 70, que un groupe de chercheurs s'est constitué avec l'idée que pour solutionner les problèmes qui se posaient à la société, à la planète, la recherche devait sortir de sa tour d'ivoire, comme on disait à l'époque, et entrer dans la société. Donc ça, c'est un mouvement très important de se dire que la science ne va plus être dans les laboratoires seulement, mais elle doit être en prise avec les questions de société, en combinant multiples points de vue, donc à la fois de multiples disciplines scientifiques, ça c'est l'interdisciplinarité, et puis aussi en prenant au sérieux les savoirs qui ne relèvent pas de la science académique, les savoirs d'acteurs. Donc c'est ça la transdisciplinarité qui s'est constituée. Donc il y a beaucoup de liens entre ces deux mouvements dissidents historiquement. Notamment la notion de système est aussi très importante dans la transdisciplinarité. Donc il y a eu des échanges entre ces deux courants qui se sont constitués et qui ont maintenant plus d'une cinquantaine d'années. Donc si on fait le bilan aujourd'hui, ces deux mouvements scientifiques, ils ont eu un certain succès. Donc, Pierre Cornu, qui est l'historien qui a rédigé l'ouvrage là, qui est en photo, un collègue de l'UAMR Territoire, a bien montré, notamment par exemple, comment la systémique agraire est passée d'une dissidence à presque une évidence au sein de l'INRA. Aujourd'hui, les approches système sont incontournables de beaucoup de façons. Donc, il y a vraiment un succès selon ce point de vue-là. Et la transdisciplinarité, c'est pareil. Elle a fait son chemin, d'abord marginal. Elle est aujourd'hui présentée à grand niveau, à haut niveau international, comme à l'OCDE ou dans les grands programmes européens de recherche, comme un horizon de la recherche. Donc, il y a de plus en plus de gens qui pensent que la transdisciplinarité est le futur mainstream, le futur de la recherche.
Donc voilà des mouvements qui ont bien évolué, mais force est de constater que malgré ces succès, ces deux courants n'ont pas réussi à enrayer la dynamique des crises environnementales qui ont continué à se développer, voire à empirer jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'a pas du tout réussi à solutionner ces problèmes pour lesquels, en partie, ces mouvements s'étaient institutionnalisés. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une question de stratégie scientifique derrière ces mouvements. Comment, dans le contexte aujourd'hui d'urgence écologique, d'urgence à la transformation, comment augmenter le pouvoir transformateur de ces approches? Donc, j'en viens ici à une dernière diapositive avant d'entrer dans le vif du sujet de la biodynamie. Une diapositive qui présente ce qu'on appelle les fronts de recherche, les fronts de science, là où la communauté scientifique pense qu'il est important stratégiquement d'investir des recherches. Du côté de la transdisciplinarité, ce champ de recherche, euh, la communauté scientifique s'accorde sur l'idée qu'une évolution des relations entre les humains et la nature est primordiale. Si on veut arriver à dépasser les problèmes environnementaux, retrouver une trajectoire de durabilité, les solutions techniques ne suffiront pas et on a besoin de travailler sur cette relation des hommes à la nature, de passer d'une relation de domination, comme on a connu dans l'Occident, etc., domination de la nature par l'homme, à une relation plus de partenariat, voire de connexion, de soins mutuels entre l'homme et la nature. Et pour avancer sur ce front de science, ce qui est en train de monter très fortement dans la communauté scientifique, ce sont des travaux qui portent le dialogue entre visions du monde contrastées, notamment ces travaux qui mobilisent les connaissances des peuples indigènes. Donc là, il y a de plus en plus de recherches. Il y a un vrai courant qui est en train de prendre beaucoup de force à ce niveau-là. Et un autre priorité stratégique du point de vue de la transdisciplinarité, c'est de continuer à articuler différents modes de connaissance, notamment la science et l'art. Il y a beaucoup d'espoir dans ce que peut apporter les approches artistiques dans cette évolution des rapports de l'homme à la nature, et puis les approches sensibles et expérientielles qui sont aussi de plus en plus développées dans la littérature. Et puis, du point de vue de la zootechnie des systèmes d'élevage, qui est mon second point d'accroche, donc j'ai personnellement, ces deux communautés de rattachement. Et pour ce qui est du système d'élevage, donc les priorités scientifiques, les défis d'aujourd'hui, donc ça, c'est des défis que j'avais contribué à identifier avec les collègues qui appartiennent à cette discipline au sein de l'INRA, à l'époque, INRA est maintenant. Et ce qu'on met en avant pour l'évolution des systèmes d'élevage aujourd'hui, c'est la nécessité de travailler sur des systèmes très diversifiés. Donc ça, il y a vraiment un axe de recherche qui se développe sur la polyculture, polyélevage. Donc après des années de spécialisation, revenir à ces systèmes diversifiés. De plus en plus dans l'agenda scientifique, on parle de conception de rupture. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a besoin d'innovations qui ne soient pas seulement des innovations incrémentales, mais des innovations qui changent la donne, vraiment des systèmes différents. Et puis, il y a un troisième point qui concerne les approches territoriales de l'élevage. Alors que jusqu'à aujourd'hui, on a souvent travaillé à l'échelle de la ferme, comment changer d'échelle. On peut se demander, donc, dans ce contexte ainsi décrit, qu'est-ce que vient faire la biodynamie là-dedans? Donc, la biodynamie, alors de mon point de vue, l'étude de la biodynamie est très pertinente par rapport à ces fronts de science, ces fronts de recherche, pour différentes raisons. Donc, la première raison qui, moi, personnellement, m'a amené à l'étude de la biodynamie, c'est le lien entre les recherches avec les peuples indigènes et cette idée de dialoguer avec des visions du monde contrastées. Et comme l'a présenté Jean Foyer la semaine dernière, la biodynamie, on le sait, c'est très documenté, se caractérise par un rapport au vivant qui est particulier, où on retrouve une combinaison du naturalisme qui est dominant partout ailleurs dans notre contexte européen, mais qui mobilise aussi des rapports de type animiste ou analogiste, selon les termes de Descola. De même que les peuples indigènes.
Donc là, il y a vraiment un intérêt de la biodynamie pour créer un décalage qui peut être source d'innovation dans ce domaine-là. Le deuxième avantage, enfin deuxième chose qui conduit à s'intéresser à la biodynamie dans ce contexte-là, c'est son rapport particulier à la connaissance qu'a développé Aurélie Chaunet dans le premier webinaire de cette série, notamment avec l'approche goethéenne. Et notamment, ce qui est très fort dans la biodynamie, à mon avis, c'est la valeur accordée au savoir paysan et aux expérimentations en ferme, qui est liée à cette approche de la connaissance. Et de mon point de vue, ça, c'est quelque chose qui était extrêmement précurseur il y a 100 ans. Depuis 100 ans, ça fait partie des fondements de la biodynamie d'accorder beaucoup de valeur au savoir paysan. Aujourd'hui, ça paraît presque, c'est bientôt devenu une évidence dans la recherche aussi, mais il y a un long chemin pour arriver à ça. Et la biodynamie était très précurseuse sur ces aspects-là. Donc, très intéressant de cet accent mis sur ces savoirs. Et puis, comme le développait Aurélie Chaunet, la biodynamie, dans son approche, ne rejette pas la science, mais elle reconnaît ses limites et propose une approche complémentaire par le sensible. Et ça, en fait, ça résonne beaucoup avec ce qu'on discute aujourd'hui dans la communauté internationale sur la transdisciplinarité. Donc là, il y a vraiment des choses à aller chercher aussi. Et puis, un dernier point qui m'intéresse particulièrement dans la biodynamie par rapport à ça, c'est la notion d'organisme agricole qui résonne beaucoup avec la notion de système d'élevage. Je vais développer ça dans un moment et qui permet de travailler sur ces fronts de science, sur les systèmes diversifiés et les conceptions de rupture. Donc, je vais prendre un peu de temps pour développer cet organisme agricole. De mon point de vue, qui est le point de vue d'un agronome système, c'est la façon, pour moi, la plus facile, la plus intuitive d'entrer dans la biodynamie. Et donc, qu'est-ce que recouvre cette notion d'organisme agricole? Donc, on sait elle fait partie des fondements de la biodynamie. Et donc, elle est représentée sur ce schéma qui provient d'un ouvrage classique de la biodynamie. Donc, l'idée d'organisme agricole, elle comprend cette idée que la ferme fonctionne comme un tout, où les différents éléments, comme la plante, les animaux, les êtres humains, le sol, sont interdépendants. Euh, donc, il y a des intrants, il y a des entrées dans la ferme, il y a des sorties sous forme de produits, puis une interaction avec l'environnement. Donc ça représente très schématiquement l'idée d'organisme agricole. Alors moi, de mon point de vue zootechnicien des systèmes d'élevage, ça me rappelle beaucoup un cadre qu'on mobilise beaucoup, qui est un des fondements dans ma discipline de la zootechnie des systèmes d'élevage, euh, qui est cette représentation du système d'élevage comme un triptyque éleveurs, ressources et animaux, troupeaux en interaction avec des intrants et des produits et des interactions avec l'environnement. Donc voilà, c'est ce petit schéma très simple qui est à la base de la zootechnie système. On l'a beaucoup développé, étoffé, conceptualisé depuis, mais ça reste d'actualité. Et vu comme ça peut sembler presque trivial, un peu basique. Mais à l'époque, quand mes prédécesseurs à l'INRA ont amené cette idée qu'on allait s'intéresser aux interactions entre la ressource, l'animal, entre l'éleveur et les ressources, ça avait quelque chose d'assez révolutionnaire, cette idée d'approche système, donc amenée dans les années 60-70. Donc c'était vraiment une avancée très forte du point de vue de l'INRA. Et on retrouve cette idée d'interaction, d'interdépendance entre différents éléments. Aujourd'hui, on sait que cette approche système, de voir les choses en interdépendance, est essentielle pour la durabilité. C'est essentiel parce que l'approche système globale permet de penser au compromis et aux synergies entre les différentes dimensions écologiques, sociales et économiques de la durabilité. C'est seulement avec cette approche globale qu'on arrive à faire les compromis et à les adapter dans le temps, malgré les circonstances. Donc, cette approche système, aujourd'hui, est reconnue comme un atout essentiel du point de vue de la durabilité. Donc, de ce point de vue-là, là aussi, on peut dire que d'un certain point de vue, la biodynamie était très précurseuse dans ce domaine-là, et que si on peut dire d'une certaine façon, c'était une approche système avant l'heure. Et en plus de ça, d'après moi, la biodynamie a encore des spécificités intéressantes à nous apprendre. Donc, si on regarde maintenant les différences
entre la conceptualisation du système d'élevage et de l'organisme agricole. On peut notamment remarquer que le sol dans la biodynamie est individualisé. Il est clairement, il a une importance particulière, alors que c'est vrai qu'on a tendance à, un collègue responsable à l'INRAE récemment disait on avait eu tendance à oublier le sol dans l'agronomie pendant de nombreuses années. On y revient aujourd'hui, alors que la biodynamie a toujours porté cet intérêt majeur pour le sol. Une autre différence qui m'intéresse beaucoup et qui, je trouve, peut être très féconde, c'est la position de l'être humain dans le système. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que l'être humain est bien représenté dans les deux cas, et dans le cas de l'organisme agricole. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'organisme agricole, l'être humain n'est pas au-dessus. Il n'est pas au-dessus, il est sur le côté. Il est horizontal avec les plantes, les animaux et l'être humain. Et pourtant, il est pas au-dessus, mais il est quand même sur la périphérie du cercle. Donc il y a quelque chose de, mine de rien, qui symboliquement est très fort là-dedans. Parce que nous, dans la discipline de la zootechnie des systèmes d'élevage, on parle beaucoup de système piloté. Et c'est la métaphore du pilote. L'éleveur pilote de son système qui gère ses ressources, etc. Alors que dans la biodynamie, dans les fermes, etc., j'entends beaucoup plus la métaphore du chef d'orchestre, par exemple. Et ça donne une idée de la nuance qu'il peut y avoir derrière. Et ça représente des nouvelles façons de concevoir les fermes. Et par rapport à l'idée d'évolution des rapports à la nature, d'un rapport de domination où l'homme serait au-dessus, à un rapport plus de mutualité, connexion, là, il y a certainement des choses très intéressantes à aller chercher. Alors bien sûr, hein, du point de vue de la science actuelle, il y a des choses qui posent question. Le lien au cosmos, voilà, ces quatre éléments qui se fait aussi à travers ces préparations, les rythmes cosmiques, ça c'est des choses pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de points d'accroche aujourd'hui avec la science, mais qui sont, de mon point de vue, des sources de questionnement, de curiosité qu'on peut avoir et des questions pour l'avenir. Donc, cette diapositive était un peu conceptuelle. Excusez-moi pour ça. Je pense qu'elle elle permet de planter justement les fondations, mais je vais maintenant passer à des choses beaucoup plus concrètes pour illustrer ces idées un peu abstraites pour l'instant. Et pour illustrer ça de façon plus concrète, je vais utiliser un travail réalisé récemment par Marion Lebrun, en collaboration avec Martin et puis notre unité Humer Territoire. On a travaillé sur justement les systèmes intégrés culture-élevage autonome. Donc, dans cette idée de ce front de recherche, ce front de science sur les systèmes très diversifiés, que pouvons-nous apprendre de l'agriculture biodynamique? C'est la question qu'on s'est posée avec Marion. Donc là, je reprends quelques diapos qu'a fait Marion dans un colloque récent. Donc, je vais le présenter, cette étude, de façon très forcément, avec le temps qu'on a, très rapide, avec une diapo d'introduction, matériel et méthode, discussion et conclusion. Donc, rapidement, une introduction pour planter le décor. Les systèmes de polyculture élevage, aujourd'hui, redeviennent au goût du jour. On sait qu'ils ont de nombreux bénéfices, comme l'amélioration de la fertilité des sols, la réduction des risques, notamment économiques, pas mettre tous les œufs dans le même panier, et puis l'adaptation aux aléas, notamment climatiques. Et puis, on sait aussi que les systèmes de polyculture élevage, pour l'instant, ils sont plutôt sur une dynamique où ils ont beaucoup diminué. Ils sont en concurrence avec des systèmes spécialisés, souvent de grandes cultures, qui sont jugés plus rentables, plus simples et souvent qui sont soutenus par les politiques publiques. Donc, dans ce contexte-là, on essaie de développer la polyculture élevage dans un contexte où ce n'est pas facile. Et donc, Marion, dans son travail, s'est posé la question comment les biodynamistes cherchent à tendre vers cet idéal de l'organisme agricole. Il comprend cette idée de polyculture élevage avec des différents éléments en interaction. Mais comment ça se passe en pratique? C'est ça qui nous intéresse. Donc, Marion a conduit une étude dans la France entière en allant enquêter des agriculteurs en biodynamie. Elle a conduit 23 entretiens semi-directifs. Marion avait sélectionné trois catégories d'agriculteurs, donc des polyculteurs éleveurs, des vignerons, et puis cette catégorie qui est assez spécifique dans la biodynamie, des vignerons éleveurs. Et puis donc l'échantillonnage des fermes s'était fait de façon classique avec un profil diversifié, des plus jeunes, des plus anciens,
nouvellement installés, différentes configurations de la ferme, collective, individuelle, etc. Et dans ces entretiens, Marion a interrogé les agriculteurs sur différents aspects reliés à la question de l'autonomie en intrants, l'autonomie décisionnelle sur la ferme, la place de l'animal, la relation au vivant et la place des outils spécifiques de la biodynamie, comme les préparations, le calendrier lunaire, etc. Et puis pour l'analyse, une fois qu'elle a enquêté, enregistré tous ces entretiens, on les a analysés avec les qu'on mobilise nous dans notre unité de recherche pour définir quels étaient les bénéfices, les contraintes, les leviers et les verrous de l'intégration culture-élevage du point de vue des agriculteurs en biodynamie. Donc là, l'étude de Marion a révélé des résultats qui sont, de notre point de vue, fort intéressants. Donc d'abord sur la question des bénéfices et contraintes de l'intégration culture-élevage du point de vue des biodynamistes. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'on retrouve des problématiques tout à fait classiques qu'on retrouve partout ailleurs, économiques, de main-d'œuvre, de capital. Donc on sait par exemple que ça permet de limiter l'endettement, mais que ça réduit la possibilité de valeur ajoutée sur certaines productions, que ça crée souvent des tensions sur le travail et que c'est limité par la dotation en facteurs de production. Donc ça, c'est très classique, mais ce qui est très particulièrement intéressant, c'est qu'on retrouve dans les discours des biodynamistes des emphases particulières. Et ce qui est très prégnant dans les entretiens, c'est c'est de ressentir et de voir, de pouvoir euh, voir concrètement comment le mode de vie, le travail et la vie privée sont intriqués encore de façon vraiment poussée dans la biodynamie. Le travail et la vie privée ne sont pas séparés. C'est quelque chose de très, très fort, très marqué. Et on a aussi, par rapport au mode de vie, beaucoup d'agriculteurs qui mettent en avant la qualité de vie, des choses liées à la qualité de vie, à la possibilité pour certains d'une vie sobre et heureuse, etc., qui guident les choix sur l'exploitation. Ce n'est pas spécifique de la biodynamie, mais c'est particulièrement développé. Et de même, ce qui ressort de façon vraiment très marquante, c'est la valeur accordée à l'animal pour lui-même. Donc l'animal, comme me disait une agricultrice, l'animal, pour son animation, l'animation qu'il apporte, en lui-même contribue fortement à cette qualité de vie. Donc ça, c'est une motivation en soi pour la mise en œuvre d'une intégration de culture-élevage, la présence d'animaux sur la ferme. Et l'animal, il joue un rôle très particulier. Comme dit ce verbatim, l'animal t'oblige à prendre conscience de. Donc c'est à travers les yeux de l'animal que l'agriculteur se noue d'une façon différente à ses cultures, à ses sols, etc. Donc là, il y a un fonctionnement qui est très particulier et très inspirant de mon point de vue. Et puis, ce qu'on trouve aussi, c'est qu'il y a des leviers qui sont mobilisés pour l'intégration culture-élevage, qui sont intéressants aussi. Ce qu'on retrouve, ce qu'on constate et qui est connu dans la littérature déjà, c'est qu'il y a une forte inventivité, créativité dans les systèmes en biodynamie. Donc, on retrouve notamment des partenariats entre viticulteurs et éleveurs qui se retrouvent ailleurs, mais quand même, qui sont particulièrement élevés dans les systèmes en biodynamie. On a vraiment des solutions qu'on trouve dans ces systèmes. Euh, une autre chose que révèlent les entretiens, c'est le rôle systémique des outils de la biodynamie, comme les préparations, le calendrier et d'autres qui sont apparus au fur et à mesure, comme la communication animale. Et en fait, ce que ça laisse apparaître, c'est que quoi que l'on puisse penser des effets biologiques de ces différents outils, eh bien, ils jouent un rôle essentiel, systémique, pour la mise en œuvre de la polyculture élevage. Les journées de préparation, par exemple, ça va être l'occasion de rencontrer les pairs, d'échanger sur les pratiques. Ça joue un rôle très important. Le calendrier lunaire, c'est pareil. Au bout d'un certain temps, et pour certains, pas pour tous, il n'est plus vu comme une contrainte pour s'organiser, mais comme un atout. Et c'est grâce au calendrier lunaire que les agriculteurs arrivent, dans certains cas, à mettre en œuvre des systèmes très diversifiés en se reposant notamment sur ce calendrier et les notes qu'ils font d'année en année. Donc ça, c'est très intéressant. Et pareil, la communication animale aussi, qui est mise en œuvre sur beaucoup de fermes en biodynamie, joue un rôle souvent essentiel dans la relation qui se crée entre l'éleveur et ses animaux au fil du temps.
Et puis, ce qu'on voit aussi, un autre résultat intéressant, c'est la mise en œuvre progressive de ces outils dans des trajectoires contrastées. Donc, ce que révèlent bien les enquêtes, encore une fois, c'est que ces outils de la biodynamie ne sont pas des recettes, comme on dit souvent, mais non, ils sont mis en œuvre par les agriculteurs quand ils viennent à faire sens pour eux dans leur trajectoire. Marion, notamment, elle montre comment les éleveurs les éleveurs entrent dans la biodynamie souvent par l'idée d'organismes agricoles et viennent progressivement à mettre en œuvre les préparations, le calendrier, alors que chez les viticulteurs, parfois on a une entrée par les préparations, mais qui conduit, chemin faisant, à cheminer vers l'idée d'organisme agricole. Donc là, on a une diversité, énorme diversité de façons de faire dans la biodynamie qui se met en place. Et puis là aussi, les entretiens sont riches d'enseignements concernant les verrous dans l'environnement de la ferme. Donc, il y a des verrous qui sont classiques, qui sont liés à la formation, par exemple. Quand on est viticulteur, qu'on a envie d'avoir des animaux, eh ben ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc, il faut avoir des dispositifs d'accompagnement pour ça. La rémunération des services non marchands aussi serait un vrai plus du point de vue des agriculteurs en biodynamie. Voilà. Donc ça, c'est assez classique. On le retrouve dans tous les systèmes qui mettent en œuvre la polyculture et l'élevage. Mais là aussi, il y a des spécificités dans les discours des agriculteurs en biodynamie qui sont liées à ce rapport particulier qu'ils entretiennent avec leurs animaux. Et de leur point de vue, c'est quelque chose qui est récurrent dans les entretiens. La polyculture et l'élevage ne peut se développer à terme que si on arrive à assurer les conditions d'une vie digne pour les animaux jusqu'à la fin. Donc, et pour ceci, les agriculteurs enquêtés proposent des leviers comme l'abattage à la ferme, la création de filières pour les mâles. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas classiquement dans les études sur la polyculture et l'élevage et qui suggèrent des nouvelles voies pour les politiques publiques, par exemple. J'en viens aux conclusions et perspectives de l'étude. Donc, la première chose que révèle l'étude, hein, pour beaucoup de collègues, ça va de soi, je crois, pour beaucoup de gens ici ce soir, mais c'est pas, ça va pas de soi pour tout le monde. Les systèmes biodynamiques ne sont pas hors sol, entre guillemets, c'est-à-dire ils sont confrontés aux mêmes problématiques économiques, de travail, de relations avec les consommateurs que les autres systèmes. Donc là-dessus, voilà, l'étude permet de montrer ça. Mais en revanche, ce que l'étude confirme, c'est que souvent, sur cette problématique de l'intégration culture-élevage, qui est aujourd'hui très haute dans l'agenda de recherche, la biodynamie, les biodynamistes sont souvent pionniers. Donc, c'est-à-dire dans des territoires où l'élevage a disparu à force de spécialisation, relativement souvent, compte tenu de la proportion de biodynamistes dans la population, relativement souvent, c'est par la biodynamie que des animaux reviennent dans les territoires. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ce que révèle l'étude, c'est que bien sûr, pourquoi ça passe souvent par la biodynamie? Parce que les agriculteurs ont des motivations particulières, comme la valeur qui est donnée à l'animal pour lui-même. Et puis, ils ont une capacité d'innovation qui est très importante, comme on le voit dans les entretiens. Et ça suggère de nombreuses pistes de recherche. Donc, une première piste de recherche, puisque le rapport à l'animal, la valeur qu'on accorde à l'animal est une motivation pour ce sujet d'importance, comment on peut arriver à développer ce rapport particulier à l'animal? Et donc là, il y a beaucoup de choses à apprendre sur justement comment se développe cette relation en lien avec les approches sensibles de l'animal. Et donc là, on a un stage actuellement sur cette question de savoir voilà, quels sont les outils, les méthodes, les concepts, les idées qui sont mobilisées pour développer une relation très forte avec ces animaux. Voilà, avec Patrice Kerr et Sophie Alain qui sont dans l'encadrement de ce stage. Et puis une autre piste de recherche qui est importante pour moi particulièrement, zootechnicien, c'est les conduites d'élevage. Techniquement, on voudrait entrer plus spécifiquement dans la conduite du troupeau. Donc maintenant qu'on a vu l'ensemble de l'organisme, zoomer sur toutes ces conduites d'élevage. Et là aussi, il y a des choses très intéressantes à aller chercher dans les exploitations et beaucoup d'enseignements à tirer. Donc pour l'instant, là aussi, on a un stage. Il y a des étudiants qui sont partis dans les fermes sous la conduite d'Audrey Michaud avec AgroSup. Et on a déjà beaucoup de résultats très intéressants.
nos étudiants, notre stagiaire sur la question, elle potasse actuellement le livre de René Becker, Repenser l'élevage, donc sur l'élevage en biodynamie, où déjà là, on a un état, une vision globale sur des spécificités, des choses qui marquent justement qu'est-ce qui fait que les fermes en biodynamie conduisent les animaux de telle ou telle façon. Donc là, on va aller confirmer, on va aller, avec des supports comme ça, euh, on va pouvoir aller dans les fermes, questionner les éleveurs, voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les fermes concrètement et comment se déclinent toutes les pratiques. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est dans les premières tendances qui se dégagent, pour moi, de mon point de vue, ce qui fait la spécificité de l'élevage en biodynamie, c'est la place primordiale qui est donnée à l'observation des animaux, l'observation très fine, qui va jusqu'à des compréhensions très fines de la physiologie des animaux, de leur développement dans le temps et de leur croissance comme individus. Et donc ça, c'est très fort. Et puis, ce qui apparaît très clairement dans les premières observations qu'on fait dans les fermes en élevage, c'est vraiment la concrétisation de cette idée de coévolution. Donc par rapport à l'image abstraite de l'organisme agricole, on avait l'éleveur sur un plan horizontal avec ses animaux. Ici, ça trouve un sens très concret. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans les fermes en biodynamie, on trouve un soin qui est assez euh, particulier des éleveurs à garder des animaux le plus anciens, vieux sur les animaux, les laisser vieillir longtemps sur les fermes. C'est quelque chose qui est très prégnant. Mettre les animaux à la reproduction, attendre qu'ils soient prêts, qu'ils soient matures, pas seulement qu'ils soient féconds et le plus rapidement possible. Leur laisser leurs cornes, etc., ce qui pose beaucoup de déclinaisons. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est très riche pour les évolutions de l'élevage aujourd'hui dans le contexte qu'on sait par rapport à la condition animale. Et je pense que c'est pas pour rien si ma collègue Jocelyne Porcher, qui est une chercheuse aujourd'hui internationalement reconnue sur la question du bien-être des animaux, dans la préface au livre de René Becker, Jocelyne, elle dit son scepticisme par rapport à toutes les dimensions spirituelles de la biodynamie. Mais malgré ça, pour elle, si on veut aider les animaux, il faut aider les éleveurs en biodynamie. C'est ça que dit ma collègue Jocelyne Porcher. Et c'est ce qui, moi, me semble aussi une évidence quand on travaille de façon étroite et de façon fine avec ces éleveurs en biodynamie. On a énormément de choses à apprendre et énormément de choses à y gagner, et les animaux aussi. Donc, voilà des premiers résultats très intéressants. Alors, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai dit, c'est que la recherche avait beaucoup de choses à apprendre de la biodynamie sur la polyculture élevage, sur l'élevage et la conduite des troupeaux. Mais la biodynamie, ça va de soi, pour moi, a beaucoup de choses à apprendre, évidemment, de la recherche agronomique. Donc là, il y a énormément de choses qu'on peut puiser, que les biodynamistes peuvent puiser dans nos recherches aussi pour développer leur système. Mais ça, c'est un peu, chacun peut apprendre, on peut apprendre les uns des autres, mais l'étape qui suit, ce serait d'aller vers la coproduction de connaissances. Là, on peut vraiment faire des choses intéressantes, c'est en travaillant ensemble. Et ça, c'est ma conviction personnelle, là encore. Et on a eu un colloque très passionnant récemment, le colloque L'élevage au cœur de la biodynamie, où on s'est rassemblés, beaucoup d'éleveurs. Et puis nous, on était là avec notre équipe de recherche et il y a eu des discussions passionnantes sur l'avenir de l'élevage et où moi, j'ai eu le sentiment, il y a des questions de recherche qui émergent, qui peuvent être très techniques. Donc notamment, par exemple, sur la question de l'abattage à la ferme, où les éleveurs sont parfois pionniers, il y a des questions techniques qui se posent sur la conduite des animaux, la qualité de la viande, même les marqueurs du stress. Et puis il y a des questions très euh, 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 plus à l'échelle des filières, l'organisation des systèmes socio-techniques, comme on dit nous dans notre jargon. Donc comment développer ces systèmes, pour l'exemple de l'abattage à la ferme, quelle organisation, quelle réglementation. Là-dessus, la recherche peut beaucoup apporter en synergie avec la biodynamie. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à faire, compte tenu du contexte actuel. Je crois que ça peut être très porteur et prometteur. Ça reste à voir si on arrivera à conduire nos recherches dans ce domaine-là.
Mais ce qui est très rassurant par ailleurs, c'est que cette coopération étroite entre éleveurs en biodynamie et la recherche, elle a été faite depuis de nombreuses années chez nos voisins en Suisse, au FIBEL, où les collègues du FIBEL ont une longue expérience depuis que le FIBEL existe, depuis 50 ans de collaboration étroite avec la biodynamie, qui génère des résultats vraiment que je trouve très, très intéressants, très fructueux. Mais bon, ça, j'en dirai pas plus parce que je renvoie à la présentation de Annette la semaine prochaine qui présentera justement en détail comment on peut être conduite ces recherches. Et puis, je vais continuer à renvoyer vers les collègues à suivre dans la série du webinaire parce que pour moi, l'horizon de cette coproduction, donc cette coproduction des connaissances, c'est notre façon de dire la transdisciplinarité. Et pour moi, une autre étape de la transdisciplinarité, c'est pas seulement travailler, nous, chercheurs, avec éleveurs en biodynamie, mais c'est d'inclure d'autres parties prenantes. Et là-dessus, on a un exemple que je trouve extraordinaire en France avec les travaux de Jean Masson et de son équipe à l'INRAE de Colmar, où ils ont développé une recherche-action participative en combinant de la génétique moléculaire, des systèmes agricoles variés, donc en conventionnel, biodynamie, et avec une méthodologie vraiment inspirante pour cheminer du dissensus vers le consensus scientifique. Donc, à mon avis, ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous inspirer aussi également. Donc, j'en viens à ma dernière diapositive, où justement, pour moi, de mon point de vue, l'avenir, et si on resitue notre discussion par rapport aux enjeux d'origine, aux enjeux présentés en introduction sur les transformations profondes de société, l'avenir et l'enjeu aujourd'hui, c'est de cheminer ensemble vers la durabilité. Là encore, la conclusion que je donne est personnelle et n'engage que moi et pas les collectifs auxquels j'appartiens. Mais ce que j'aimerais personnellement, ce dont j'aimerais qu'on arrive à mettre en œuvre, c'est ce qu'a réussi à faire Jean Masson et ses équipes sur un petit territoire. On arrive à le faire globalement, à créer un dialogue, cheminer du dissensus au consensus, à avancer à plus grande échelle dans la société. Et là, il peut y avoir un réel pouvoir transformateur pour retrouver une trajectoire de durabilité, y compris à grande échelle. Donc, dans ce cadre-là, mon point de vue, c'est que la biodynamie, avec d'autres, et c'est important avec d'autres, notamment, on met là-dedans tout ce qu'il y a dans l'agroécologie régénérative, comme la permaculture, la syntropie, etc. Donc, il y a des alliances à créer, des fertilisations à faire entre ces différentes formes d'agriculture, et tout ensemble, elles ont un rôle, de mon point de vue, majeur à jouer dans les transformations à venir. Mais pour jouer ce rôle majeur, je crois qu'il faudra développer les synergies dont on a parlé avec l'agronomie système. C'est-à-dire que l'agronomie système, les concepts qu'on mobilise, nos outils, nos travaux peuvent aider la biodynamie à mûrir aussi dans le contexte actuel, à se développer, à échanger avec les autres formes d'agroécologie. Donc là, la recherche agronomique peut jouer un rôle essentiel d'interface entre ces différentes formes d'agriculture. Et puis, comme on a vu, la biodynamie aussi, elle peut inspirer l'agronomie système dans ses fondements également. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point important de mon point de vue, si on se place dans des perspectives à moyen terme, c'est qu'un dialogue ouvert avec des points de vue méfiants, voire divergents, est nécessaire. Donc là, il va bien falloir, de mon point de vue, créer ce dialogue dans la société. Euh, et ça, c'est quelque chose que justement, c'est ce que fait le champ scientifique de la transdisciplinarité. Elle propose des outils pour créer des dialogues entre parties prenantes avec des intérêts divergents, etc. Alors, ce dialogue ouvert avec les points de vue méfiants, voire hostiles, est importante. Je voudrais dire ici que c'est pas seulement, et ce n'est pas surtout pas pour réussir à convaincre les personnes inquiètes que on aurait raison, etc. Mais je pense que ce dialogue, il est essentiel parce qu'ils ont raison. En fait, les adversaires, les gens qui ont signé la tribune, quelque part, dans une certaine mesure, ils ont raison de s'alarmer, comme ils disent dans cette tribune dont on parlait au début,
Pourquoi? Parce que si vraiment on prend au sérieux l'idée qu'on peut avoir des effets vraiment transformateurs de société, ça ne peut pas se faire sans risque. Donc, c'est-à-dire pour moi, la valeur de la biodynamie aujourd'hui, c'est qu'elle pose des questions existentielles très profondes à la fois individuellement, collectivement. Et ça, évidemment, ça peut générer des choses très profondes avec des risques divers par rapport à ce que ça peut créer chez les individus et dans les sociétés. Et donc, ces critiques, je pense, elles sont très utiles. Comme la biodynamie, je pense qu'elles doivent mûrir. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici aujourd'hui, par exemple, on a des attaques qui sont euh, pas très sérieuse de certains points de vue. On peut facilement écarter l'hypothèse d'une emprise mentale généralisée, etc., comme c'est parfois décrit. Mais par contre, il y a des choses très profondes qu'ils soulèvent. Et je crois et je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer, et que chacun a un rôle à jouer dans ces transformations qui viennent et qui ne pourront se réussir que si chacun trouve une part dans les processus en cours. La chose qu'il faut dire aussi, il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les controverses qui ont lieu actuellement sont liées à des enjeux économiques, de pouvoir politique, de pouvoir divers, de prestige très très forts. Donc, bien sûr, on se heurte à des enjeux extrêmement euh, importants, des enjeux de pouvoir. Donc, faut pas être naïf par rapport à ça. La transdisciplinarité apporte des concepts, des outils pour essayer de naviguer parmi ces enjeux de pouvoir et le différentiel de pouvoir qu'il peut y avoir entre le système en place et les systèmes émergents qui essayent de se développer. Et par rapport à ces questions de pouvoir et de difficulté des transitions, euh, la dernière chose que je voulais signaler, c'est que euh, on a besoin d'une stratégie. Il faut être intelligent. Il faut dans ce dialogue qu'on peut construire avec toutes les parties prenantes. Et en fait, la réussite de cette stratégie dépend au fond de l'engagement et de l'ouverture de chacune et de chacun. Donc, comme le dit la chercheuse Karen O'Brien, très joliment, on a tous un rôle à jouer, chacun à son niveau, et souvent on a un rôle plus important que ce qu'on croit. C'est-à-dire que dans les communications qu'on peut faire autour de nous, dans les échanges, les collaborations qu'on met en place, on peut déclencher, petit à petit, les réseaux se connectent et peuvent avoir des effets qui soient finalement, et c'est ce qu'on espère, transformateurs dans le sens de la durabilité. Je vous remercie.